Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, je viens en ces lieux vous apporter le salut fraternel d'un pays de 274 000 km² où 7 millions d'enfants, de femmes et d'hommes refusent désormais de mourir d'ignorance, de faim et de soif, tout en n'arrivant pas à vivre véritablement depuis un quart de siècle d'existence comme État souverain siégeant à l'ONU. Un monde où l'humanité est transformée en cirque, déchirée par les luttes entre les grands et les semi-grands, battue par les bandes armées, soumise aux violences et aux pillages. Un monde où des nations, se soustrayant à la juridiction internationale, commandent des groupes de hors-la-loi vivant de rapines et organisant d'ignobles trafics de fusils à la main. Je n'ai pas ici la prétention d'énoncer des dogmes. Je ne suis ni un messie, ni un prophète. Je ne détiens aucune vérité. Ma seule ambition est une double aspiration. Premièrement, pouvoir en un langage simple, celui de l'évidence et de la clarté, parler au nom de mon peuple, le peuple du Burkina Faso. Deuxièmement, parvenir à exprimer aussi, à ma manière, la parole du grand peuple des déshérités, ceux qui appartiennent à ce monde qu'on a malicieusement baptisé tiers-monde, et dire, même si je n'arrive pas à le faire comprendre, les raisons que nous avons de nous révolter. Nous avons jusqu'ici tendu l'autre jour. Les gifles ont été redoublés. Mais le cœur du méchant ne s'est pas attendri. Ils ont piétiné la vérité du juste. Du Christ, ils ont trahi la parole. Ils ont transformé sa croix en massue. Et après qu'il se soit revêtu de sa tunique, ils ont lacéré nos corps et nos âmes. Ils ont obscurci son message. Ils l'ont occidentalisé. Cependant que nous le recevions comme libération universelle. Alors, nos yeux se sont ouverts à la lutte des classes. Il n'y aura plus de gifles. Ce qui m'habite, c'est de voir les résultats de tant d'énergie confisquée par les prospéros de tout genre pour en faire la baguette destinée à nous renvoyer à un monde d'esclavage maquillé au goût de notre temps. Cette crainte se justifie, d'autant plus que la petite bourgeoisie africaine diplômée, sinon celle du tiers-monde, soit par paresse intellectuelle, soit plus simplement parce que, ayant goûté au mode de vie occidental, n'est pas prête à renoncer à ses privilèges. De ce fait, elle l'oublie que toute vraie lutte politique postule un débat théorique rigoureux. Et elle refuse l'effort de réflexion pour inventer des concepts nouveaux à la hauteur du combat meurtrier qui nous attend. Consommatrice passive et lamentable, elle se regorge de vocables fétichisés par l'Occident, comme elle le fait de son whisky et de son champagne. Dans ces salons à l'harmonie douteuse, on recherchera en vain, depuis les concepts de négritude et d'African personality, marqués maintenant par les temps, des idées vraiment neuves, issues des cerveaux de nos grands, entre guillemets, intellectuels. Le vocabulaire des idées nous viennent d'ailleurs. Nos professeurs, nos ingénieurs et nos économistes se contentent d'y adjoindre des colorants parce que des universités européennes dont ils sont les produits, ils n'ont ramené souvent que leur diplôme et le velours des adjectifs ou des superlatifs. Il est nécessaire, il est urgent que nos cadres et nos travailleurs de la plume apprennent qu'il n'y a pas d'écriture innocente. En ces temps de tempête, nous ne pouvons laisser à nos seuls ennemis d'hier et d'aujourd'hui le monopole de la pensée et de l'imagination et de la créativité faux. Avant qu'il ne soit trop tard, car il est déjà tard, que ces élites
ces hommes de l'Afrique du tiers-monde reviennent à eux-mêmes. C'est-à-dire à leur société, à la misère dont nous avons hérité pour comprendre non seulement la bataille pour une pensée au service des masses déshéritées n'est pas vaine, mais qu'ils ne peuvent devenir crédibles sur le plan international qu'en inventant réellement, c'est-à-dire en donnant de leur peuple une image fidèle, susceptible de nous arracher à la domination et à l'exploitation étrangère qui livre nos États à la seule perspective de la faillite. Ce que nous avons perçu, nous, peuple du Burkina, au cours de cette nuit du 4 août 1983, au premier scintillement des étoiles dans le ciel de notre patrie, il nous fallait prendre la tête des jacqueries qui s'annonçaient dans les campagnes affolées par l'avancée du désert, épuisées par la faim et la soif, et délaissées. Il nous fallait donner un sens aux révoltes grondantes des masses urbaines désœuvrées, frustrées et fatiguées de voir circuler les limousines des élites aliénées qui se succédaient à la tête de l'État et qui ne leur offraient rien d'autre que des fausses solutions pensées et conçues par les cerveaux des autres. Il nous fallait donner une âme idéologique au juste litre de nos masses populaires mobilisées contre l'impérialisme monstrueux. À la révolte passagère, simple feu de paille devait se substituer pour toujours la révolution, lutte éternelle contre toute domination. D'autres avant moi ont dit, d'autres après moi diront à quel point s'est élargi le fossé entre les peuples nantis et ceux qui n'aspirent qu'à manger à leur faim, boire à leur soif, survivre et conserver leur dignité. Nul n'imaginera à quel point le grain du pauvre a nourri chez nous la vache du riche. Nous encourageons l'aide qui nous aide à nous passer de l'aide. Mais en général, la politique d'assistance et d'aide n'a abouti qu'à nous désorganiser, à nous asservir et à nous déresponsabiliser. Nous jurons, nous proclamons que désormais au Burkina Faso, plus rien ne se fera sans la participation des Burkinabés. Rien qui n'ait été au préalable décidé par nous, élaboré par nous. Il n'y aura plus d'attentat à notre pudeur et à notre dignité. Fort de cette certitude, nous voudrions que notre parole s'élargisse à tous ceux qui souffrent dans leur chair, tous ceux qui sont bafoués dans leur dignité par une minorité d'hommes ou par un système qui les écrase. Permettez-moi, vous qui m'écoutez, que je le dise, je ne parle pas seulement au nom du Burkina Faso, tant aimé, mais également au nom de tous ceux qui ont mal quelque part. Je parle au nom de ces millions d'êtres qui sont dans les ghettos, parce qu'ils ont la peau noire, ou qu'ils sont de cultures différentes et qui bénéficient d'un statut à peine supérieur à celui d'un animal. Je souffre au nom des Indiens massacrés, écrasés, humiliés et confinés depuis des siècles dans des réserves, afin qu'ils n'espèrent à aucun droit et que leur culture ne puisse s'enrichir en convolant en noces heureuses au contact d'autres cultures, y compris celle de l'envahisseur. Et nous en appelons à toutes nos sœurs de toutes les races pour qu'elles montent à l'assaut pour la conquête de leurs droits militaires. Je ne peux pas oublier ce soldat obéissant aux ordres, le doigt sur la détente, et qui sait que la balle qui va partir ne porte que le message de la mort. Enfin, je veux m'indigner en pensant aux Palestiniens qu'une humanité inhumaine a choisi de substituer à un autre peuple. Hier encore martyrisé à loisir, je pense à ce vaillant peuple palestinien, c'est-à-dire à ces familles atomisées, errant de par le monde à la quête d'un asile. Courageux, déterminés, stoïques et infatigables, les Palestiniens rappellent à chaque conscience humaine la nécessité et l'obligation morale de respecter les droits d'un peuple,
avec leurs frères juifs, ils sont anti-sionistes. Je m'élève ici, au nom de tous ceux qui cherchent vainement dans quel forum de ce monde ils pourront faire entendre leur voix et la faire prendre en considération réellement. Sur cette tribune, beaucoup m'ont précédé. D'autres viendront après moi. Mais seuls quelques-uns feront la décision. Nous voulons être les héritiers de toutes les révolutions du monde, de toutes les luttes de libération des peuples du tiers-monde. Nous sommes à l'écoute des grands bouleversements qui ont transformé le monde. Nous tirons des leçons de la révolution américaine, les leçons de sa victoire contre la domination coloniale et les conséquences de cette victoire. Faisons nôtre l'affirmation de la doctrine de la non-ingérence des Européens dans les affaires américaines et des Américains dans les affaires européennes. Ce que Monroe clamait en 1823, l'Amérique aux Américains, nous le reprenons en disant l'Afrique aux Africains, le Burkina Faso aux Burkinabés. La révolution française de 1789, bouleversant les fondements de l'absolutisme, nous a enseigné les droits de l'homme alliés aux droits des peuples à la liberté. La grande révolution d'octobre 1917 a transformé le monde, permis la victoire du prolétariat, ébranlé les assises du capitalisme et rendu possible les rêves de justice de la commune française. Ouvert à tous les vents de la volonté des peuples et de leur révolution, nous nous instruisons aussi de certains terribles échecs qui ont conduit à de tragiques manquements aux droits de l'homme. Nous ne voulons pour conserver de chaque révolution que le noyau de pureté qui nous interdit de nous inféoder aux réalités des autres, même si, par la pensée, nous nous retrouvons dans une communauté d'intérêts. Monsieur le Président, il n'y a plus de duperie possible. Le nouvel ordre économique mondial pour lequel nous luttons et continuerons de lutter ne peut se réaliser que si nous parvenons à ruiner l'ancien ordre qui nous ignore, si nous imposons la place qui nous revient dans l'organisation politique du monde, si, prenant conscience de notre importance dans le monde, nous aboutissons au droit de regard et de décision sur les mécanismes qui régissent le commerce, l'économie et la monnaie à l'échelle planétaire. Le nouvel ordre économique international s'inscrit tout simplement à côté de tous les autres droits des peuples, droit à l'indépendance, au libre choix des formes et des structures de gouvernement, comme le droit au développement. Et, comme tous les droits des peuples, il s'arrache dans la lutte et par la lutte des peuples. Il ne sera jamais le résultat d'un acte de générosité d'une puissance quelconque. Monsieur le Président, si j'ai accepté de me présenter devant cette illustre assemblée pour prendre la parole, c'est parce que, malgré les critiques qui lui sont adressées par certains grands contributeurs, les Nations Unies demeurent la tribune idéale pour nos revendications, le lieu obligé de la légitimité des pays sans voix. Il est cependant un point, mais dont la gravité exige de chacun de nous une explication franche et décisive. Cette question, vous vous en doutez, ne peut être que celle de l'Afrique du Sud. L'incroyable insolence de ce pays à l'égard de toutes les nations du monde, même vis-à-vis de celles qui soutiennent le terrorisme qu'il érige en système pour liquider physiquement la majorité noire de ce pays, le mépris qu'il adopte à l'égard de toutes nos résolutions constitue l'une des préoccupations les plus oppressantes du monde contemporain. Mais le plus tragique n'est pas que l'Afrique du Sud se soit elle-même mise au banc de la communauté internationale à cause de l'abjection des lois de l'apartheid, encore moins qu'elle continue de maintenir illégalement la Namibie sous la botte colonialiste et raciste, ou de soumettre impunément ses voisins aux lois du banditisme. Non. Le plus abject, le plus humiliant pour la conscience humaine, c'est qu'elle soit parvenue à banaliser le malheur des millions d'êtres humains qui n'ont pour se défendre que leur poitrine et l'héroïsme de leurs mains, sur la complicité des grandes puissances et de l'engagement actif de certaines d'entre elles à ses côtés,
ainsi que de la criminelle collaboration de quelques tristes dirigeants africains, la minorité blanche ne se gêne pas pour ridiculiser les États membres, les États d'âme de tous les peuples qui, partout à travers le monde, trouvent intolérable la sauvagerie des méthodes en usage dans ce pays. C'est notre sang qui a nourri l'essor du capitalisme, rendu possible notre dépendance présente et consolidé notre sous-développement. On ne peut plus escamoter la vérité, trafiquer les chiffres. Pour chaque nègre parvenu dans les plantations, 5 au moins connurent la mort ou la mutilation. Nous réclamons que s'intensifie à travers le monde la campagne pour la libération de Nelson Mandela et sa présence effective à la prochaine Assemblée générale de l'ONU comme une victoire de fierté collective. Que soit créé, en souvenir de nos souffrances et en termes de pardon collectif, un prix international de l'humanité réconciliée décerné à tous ceux qui, par leur recherche, auraient contribué à la défense des droits de l'homme. Que tous les budgets de recherche spatiale soient amputés de 1/10000000 et consacrés à des recherches dans le domaine de la santé et visant à la reconstitution de l'environnement humain perturbé par tous ces feux d'artifice nuisibles à l'écosystème. Nous proposons également que les structures des Nations Unies soient repensées et que soit mis fin à ce scandale que constitue le droit de veto. Que cesse l'arrogance des grands qui ne perdent aucune occasion pour remettre en cause le droit des peuples. L'absence de l'Afrique du club de ceux qui détiennent le droit de veto est une injustice qui doit cesser. Enfin, ma délégation n'aurait pas accompli tous ses devoirs si elle n'exigeait pas la suspension d'Israël et le dégagement pur et simple de l'Afrique du Sud de notre organisation, lorsque, à la faveur du temps, ces pays auront opéré la mutation qui les introduira dans la communauté internationale. Chacun de nous, et mon pays en tête, devra les accueillir avec bonté et guider leurs premiers pas. Je suis venu ici pour demander à chacun de vous que nous puissions mettre ensemble nos efforts pour que cesse la morgue des gens qui n'ont pas raison, pour que s'efface le triste spectacle des enfants qui meurent de faim, pour que disparaisse l'ignorance, pour que triomphe la rébellion légitime des peuples, pour que se taise le bruit des armes et qu'enfin, avec une seule et même volonté, luttant pour la survie de l'humanité, nous parvenions à chanter en chœur avec le grand poète Novalis, je cite, « Bientôt, les astres reviendront visiter la terre d'où ils se sont éloignés pendant nos temps obscurs. Le soleil déposera son spectre sévère, reviendra étoilé parmi les étoiles. Toutes les races du monde se rassembleront à nouveau après une longue séparation. Les vieilles familles orphelines se retrouveront et chaque jour verra de nouvelles retrouvailles, de nouveaux embrassements. Alors, les habitants du temps jadis reviendront vers la terre. En chaque tombe se réveillera la cendre éteinte. Partout brûleront à nouveau les flammes de la vie. Les vieilles demeures seront rebâties, les temps anciens se renouvelleront et l'histoire sera le rêve d'un présent à l'étendue infinie. À bas la réaction internationale, à bas l'impérialisme, à bas le néocolonialisme, à bas le fantocisme. Gloire éternelle aux peuples qui luttent pour leur liberté. Gloire éternelle aux peuples qui décident de s'assumer pour leur dignité. Victoire éternelle aux peuples d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie qui luttent. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie.